Alors, bon matin tout le monde et encore une fois, merci à tous d'être là, prêts et dispo. Du monde intéressé pour des discussions sans doute très intéressantes aujourd'hui. Puis on a invité des gens extraordinaires pour venir nous parler de choses sérieuses, oui, mais qu'on peut aborder avec un brin de légèreté, un brin d'humour et avoir du plaisir tout le monde ensemble ce matin. Alors, on parle de table ronde, parce on a parlé de table ronde depuis le début de notre planification, mais force est de constater que ça n'a rien de rond comme table. Alors, à partir de maintenant, on parlera de panel. Je ne sais pas si c'est le bon terme, mais sur notre panel ce matin, ben, permettez-moi de vous présenter euh, ici, juste à ma gauche, Caroline Sinette, qui est vice-présidente stratégie et innovation à La Ruche. Elle est à La Ruche depuis 2016. Alors, merci Caroline d'être avec nous. On a aussi, juste au centre, qui ne nécessite plus de présentation, Marie-Josée Paquette, qui est directrice générale du Conseil québécois de la coopération et de la mutualité. Marie-Josée est au CQCM depuis 2015, mais directrice, pardon, directrice générale depuis janvier 2021. Merci Marie-Josée d'être avec nous ce matin. Et un petit nouveau aussi dans l'univers de la CDRQ, un visage que vous allez certainement revoir très fréquemment aussi, M. Pascal Harvey, qui est avec nous à l'extrême gauche. Donc, Pascal est directeur général du réseau des SADC, donc les Sociétés d'aide au développement des collectivités, le réseau québécois, parce qu'il ne faut pas oublier que c'est un réseau qui est pan-canadien. Donc, Pascal est avec les SADC depuis 2006, mais est directeur général du réseau depuis février 2021. Alors, merci à tout le monde. Vous aurez compris que ce matin, on a invité des gens qui ont comment dire, le loisir, je vais dire ça comme ça, le loisir d'avoir une position qui leur permet d'avoir une certaine vue sur ce qui se passe autour de nous, ce qui s'en vient. Et c'est l'objet du panel ce matin. Alors, sans plus tarder, je débuterai en disant que pour les amateurs d'actualité, pas plus tard que cette semaine, la directrice générale de l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce, affirmait, parce que c'est maintenant une conviction qu'ils ont, qu'il y aura une récession mondiale, notamment en lien avec le choc climatique. Et quand on parle de choc climatique, on imagine tout l'aspect environnemental, mais aussi tout l'aspect économique que ça peut apporter avec l'augmentation des coûts d'assurance et tout ce qui s'ensuit, notamment aussi en lien avec la hausse des prix des aliments et des prix de l'énergie. Pas besoin de vous parler de ce qui se passe en Russie, en Europe et l'inflation qui est galopante un peu partout. Donc, on a un environnement socio-économique devant nous qui va sans aucun doute être perturbé. Et évidemment, on ne peut pas faire abstraction du fait qu'on vient de sortir d'une pandémie historique. Et à l'aube de cette nouvelle réalité qui se présente devant nous, ben, ce qu'on demande à nos panélistes ce matin, c'est de venir nous parler de leur perspective, de leur façon de voir les choses. Donc, ma première question pour lancer les échanges. Quelle est votre lecture globale de la posture actuelle de l'économie du Québec? Qui se lance? Ben, je peux peut-être y aller, Mathieu. Je me lance. En fait, pour les gens qui étaient absents ou sur une autre planète là, depuis des années, ben oui, tu l'as nommé, il y a eu la pandémie. Évidemment, il y a des cycles aussi en économie, hein. La pandémie, ça, c'est mondial. Ça s'annonce pas, ça se prévoit pas, tandis que des cycles économiques, ben, ça se prévoit, ça s'annonce, puis il faut être prêt. Qui dit cycle économique dit évidemment des taux d'intérêt très bas pendant plusieurs années. Des fois, ça peut avoir un effet de mirage. Puis après ça, ben, il y a toujours un aspect de récession, un aspect d'inflation. Puis on débute ce cycle-là. Puis évidemment, il ne faut pas se mettre la tête dans le sable. Il faut se préparer. Puis en matière d'économie coopérative, collaborative, participative, ben, on va en parler là, tout au long du panel, mais je pense qu'il y a des clés de solutions à travers ça pour passer à travers des moments plus difficiles économiquement parlant. J'ai avisé les panélistes pour être sûr qu'on se comprenne bien. Tout le monde n'est pas obligé de répondre à toutes les questions. L'objectif, c'est d'avoir un échange le plus fluide possible et tout le monde va mordre dans les questions qui vont les allumer le plus. Alors, est-ce que Alors, vous... alors, tu me permettras peut-être d'ajouter un peu sur ce que Pascal vient de dire en disant que je pense que dans les 30 derniers mois, les gens se sont abstenus, hein. On a comme se sont serrés la ceinture, sont restés à la maison. Bon,
Là, on voit vraiment la reprise économique tranquillement, pas vite, puis on sent que les gens ont faim. Tu sais, je pense que tout le monde veut se refaire, cherche à se refaire dans un contexte qui est vraiment pas évident. Chose certaine, les entreprises coopératives, preuve à l'appui, ont été excessivement résilientes dans le contexte de pandémie, ont su tirer leur épingle du jeu, probablement parce que ce sont des entreprises qui cherchent à répondre aux besoins de leurs membres. Mais n'en demeure pas moins qu'aujourd'hui, il y a des défis qui ont été amplifiés avec cette pandémie-là, puis avec le contexte géopolitique, puis aussi notre contexte démographique au Québec. Tu sais, je pense juste à la pénurie de main-d'œuvre. Quand je me promène dans les coops sur le terrain, que ce soit en Mauricie, à Montréal ou n'importe où ailleurs, ils font tous face au même problème de recrutement de la main-d'œuvre. Donc, il y a des défis qui ont été amplifiés, il y a des nouveaux défis qui ont été créés, mais je pense que tout le monde est prêt à relever leurs manches, mais le contexte économique du Québec fait en sorte que certaines entreprises qui sont en meilleure posture que d'autres pour pouvoir remonter la pente beaucoup plus rapidement. Puis il y en a qui ont subi les effets dans certains secteurs d'activité de cette pandémie-là beaucoup plus durs que d'autres secteurs d'activité. Puis je pense notamment à l'hôtellerie, le tourisme, les restaurants, où ça a été un moment très, très, très difficile. Donc, comment se porte l'économie québécoise? Je pense qu'on a tout en main pour pouvoir relever les défis qui sont devant nous, même si on a une inflation qui va durer encore pour un certain moment, même si le marché immobilier n'est pas revenu ce qui était avant, mais il commence à reprendre la place tranquillement, pas vite. Le gouvernement a des sous dans ses coffres. Le gouvernement va être en mesure, à la prochaine élection, de pouvoir donner cette impulsion-là qu'on souhaite qu'il donne, mais il va devoir jouer son rôle adéquatement. Et nous, comme acteurs de soutien au développement de l'économie sociale, on va devoir être là pour propulser les entreprises coopératives parce qu'elles ont un rôle à jouer dans ce redressement économique-là et puis création de richesses collectives pour l'avenir. Très bonne réponse. Oui, en fait, je compléterais peut-être en disant que, déjà, je ne suis pas économiste, donc je ne vais pas nécessairement me positionner par rapport au contexte économique, mais effectivement, on est tous très lucides et conscients par rapport au contexte. Ceci étant dit, je suis une optimiste, réaliste optimiste, et je crois fermement que c'est dans les difficultés, dans les enjeux que naissent des belles opportunités d'innovation. Je sais qu'on va en reparler un petit peu plus loin. Autre chose qui, selon moi, fait qu'on est au Québec très bien outillé pour pouvoir passer à travers des périodes économiques plus difficiles. Je dirais, c'est nos valeurs, c'est notre tissu, c'est notre écosystème entrepreneurial qui fait qu'il y a beaucoup de PME. On est vraiment axé sur la collaboration, l'inclusivité, tout ce qui est développement socio-économique, le souhait d'avoir réellement un impact dans nos collectivités. Et ça, à mon avis, ça nous amène une très, très grande force. Tu parlais, Marie-Josée, de résilience. Je pense que c'est aussi une caractéristique, une saveur qu'on a qui fait en sorte que quand on a des difficultés, quand on a des périodes plus creuses, ça nous permet de passer à travers. Et je vais compléter. Je sais qu'on a d'autres questions qui vont me permettre de compléter, mais la notion d'innovation, pour moi, elle est centrale. Dans l'équipe, on parle d'imagination, d'intelligence imaginative, d'audace. Bon, on ne s'entend pas encore, mais ce qui est important, c'est vraiment de pouvoir tirer profit de ces contextes-là et de pouvoir innover. Génial. Merci pour ces remarques d'introduction. On a, je pense, le menu pour creuser tout ça dans la prochaine heure. Donc, partant de vos observations et du contexte actuel, quelle valeur ajoutée peut apporter l'entrepreneuriat collectif de votre point de vue concernant les défis qui s'annoncent? Donc, à partir de là où vous êtes, ce que vous voyez, ce que vous avez dit en introduction, quelle est la part et quels sont les atouts dans ce cas-ci que peut apporter l'entrepreneuriat collectif? Je peux peut-être faire un petit bout, là. Je pense que c'est la distinction du modèle d'affaires coopératif. Tu sais, si je reviens sur les défis, quand on parle de défis de main-d'œuvre, c'est drôle parce qu'on suit toute la campagne électorale, puis on a vu les commentaires de M. Legault hier en matière d'immigration, de dire que 50 000 immigrants, ce serait suicidaire au Québec, mais malheureusement, on va avoir besoin d'immigrants au Québec pour pallier à nos besoins de main-d'œuvre.
Le défi va être comment qu'on va les intégrer, comment qu'on va les accueillir. Prenons le modèle coopératif pour les intégrer chez nous, parce que le modèle d'affaires coopératif est ancré dans les collectivités. Donc, c'est un moyen pour eux, par exemple, de pouvoir se partir en affaires, d'être proche des communautés immigrantes. On a là une belle opportunité de développement des affaires. Il faut les loger, ces immigrants-là, quand ils vont arriver en région. Est-ce qu'on peut démarrer des coopératives de logement en région pour pouvoir aider les PME à loger leurs nouveaux travailleurs? Donc, ce que je veux vous exprimer par cet exemple-là, qui est bien branché sur un défi du Québec actuel, c'est dire que le modèle d'affaires coopératif, là, il est adaptable, il est flexible, il est innovant et il met à profit la créativité des gens. Puis les limites sont les seules limites qu'évidemment la loi sur les coops nous impose, mais également les limites que nous-mêmes on s'impose. Et c'est là où votre travail, puis là je m'adresse aux professionnels de l'écosystème et ceux qui ont dans un day-to-day à accompagner ces entrepreneurs-là, c'est justement de faire ressortir cette créativité-là et de trouver toutes les façons où on est capable d'implanter une entreprise coopérative pour relever ce type de défi-là. Puis je reviendrai sur d'autres défis, mais je pense qu'au niveau de la main-d'œuvre, on a quand même des belles opportunités à saisir. On entend un mot majeur, je pense aussi que tu veux souligner, Marie-Josée, c'est la capacité d'inclusion du modèle d'affaires à différents niveaux. Absolument. Excellent, merci. On va utiliser le même vocabulaire à plusieurs reprises, hein. Vous avez parlé toutes les deux de la résilience. La résilience, oui, en mode pandémique, ça a été quand même assez évident. Ce n'est pas juste le domaine, le modèle coopératif qui a été résilient. Tout le monde l'a été. Tout le monde avait besoin de l'aide. Tout le monde est rentré à la maison. Puis, on a eu l'impression que tout le monde s'est replié sur soi-même. Mais au contraire, même les travailleurs autonomes ont eu le désir ou le goût de se regrouper, oui, virtuellement, mais il y a tous des aspects de penser à l'extérieur de la boîte. Puis moi, je pense que le modèle coopératif a cette facilité-là de penser à l'extérieur de la boîte, d'être innovant, puis de chercher des solutions et de pas stagner surtout. Je pense que c'est important. Puis dans la période difficile qu'on va vivre ou qu'on vit déjà, ben, c'est une clé de réussite. J'en parlais tout à l'heure, il y en a plusieurs des clés, mais c'est la résilience, le penser à l'extérieur de la boîte qui fait que ça va possiblement être plus facile de passer à travers cette période difficile-là parce qu'il y a un partage d'expertise, il y a un partage d'idées, il y a du collectif. Les gens ne sont pas seuls pour réfléchir. Puis, le succès, ça se conjugue au nous. Ben, c'est plus facile de conjuguer au nous. C'est plus facile d'avoir un succès collectif que d'avoir un succès individuel. Il y en a des succès individuels, il faut se le dire. Mais quand c'est difficile, c'est plus facile de passer à travers en partageant. Intéressant, j'entends vraiment résonner le terme résilience. J'aime le nous. Je vais surfer là-dessus. En fait, je pense que notre écosystème, la force de complémentarité avec les différents intervenants fait en sorte qu'on donne des moyens à nos collectivités de se prendre en main. On donne des opportunités à des entrepreneurs, à des travailleurs sociaux qui ont une vision, qui veulent faire du changement, qui veulent avoir un impact, de pouvoir le faire. Et je ferai un petit parallèle, tu sais, financement participatif, vous avez probablement tous entendu parler de la ruche parce qu'il y a vraiment un souhait à la ruche. Oui, on est une plateforme de financement participatif, mais il y a vraiment un souhait de s'ancrer dans l'écosystème, d'offrir une solution de financement, un soutien non plus alternatif, mais complémentaire avec ce qui existe en termes de financement plus traditionnel, donc de prêts de bourse, mais aussi en termes d'accompagnement. On va en reparler aussi là, en termes d'accompagnement d'affaires. Et ce qui est intéressant là-dedans, c'est de vraiment pouvoir justement se dire, bien, on a une capacité, puis quand on rencontre une problématique, bien, de pouvoir se dire, bien, avec cette communauté-là, comment est-ce qu'on peut se relever les manches et faire en sorte qu'on passe à travers. Puis je vais faire juste un petit exemple concret. Quand nous, la pandémie, elle a commencé, je me souviens exactement, le 13 mars 2020, c'est un vendredi 13. On avait appris le 11 mars que c'était officiellement une pandémie mondiale. On s'est regardé la direction, la gestion à la ruche, puis on a fait
OK, qu'est-ce que ça représente pour nous? Est-ce que les gens vont arrêter de contribuer? Parce que nous, à la base, le financement participatif, c'est ça, hein, c'est la population qui détermine si oui ou non elle soutient financièrement un projet parce qu'elle y croit assez pour vouloir que le projet se réalise dans sa communauté. Et là, on s'est dit, est-ce qu'on va complètement devenir inutile? Et à travers ce contexte-là, où effectivement, plusieurs personnes perdaient leur emploi, les gens restaient à la maison, on se demandait vraiment, il n'y avait personne qui avait une boule de cristal pour voir qu'est-ce qui allait arriver. Même les maisons, même on encourageait, vendez votre maison parce que le marché va chuter. Et de ça est née une initiative avec la collectivité, puis vous en avez peut-être entendu parler, qui sont les campagnes d'achat local. OK? Et qui était vraiment une initiative de se dire, bon, bien, les commerçants sont fermés. Plusieurs commerces locaux qui constituent notre économie, notre tissu social, régional, ne pouvaient pas avoir accès à une plateforme en ligne. Et on s'est dit, ils ont vraiment un enjeu de liquidité. Donc, qu'est-ce qui est ressorti de ça? C'est qu'on a créé des campagnes d'achat local, des entrepreneurs, des promoteurs, des réseaux même faisaient des campagnes d'achat local et il y avait des partenaires financiers qui venaient donner du financement pour venir compléter les montants qui étaient amassés pour remettre de la liquidité dans les poches des commerçants. Donc, en gros, la population, j'achève, la population payait 20 $ et le partenaire public 30 $. Et là, ça faisait un bon d'achat de 30 $, donc un pouvoir d'achat qui était remis dans les poches des citoyens pour après ça aller redépenser. Et là, ça, à quoi je vous amène, c'est qu'on se demandait vraiment, mais qu'est-ce qui va se passer? T'sais? Et le fait qu'il y avait cette force-là de mobilisation collective a créé a fait en sorte que 60 000 personnes ont contribué aux campagnes et ça a injecté 16 millions dans l'économie locale du Québec. Fait que, tu sais, c'est vraiment cette force-là, justement, de collaboration, de collectivité, de se dire ben, comment est-ce qu'on peut redonner la force à nos collectivités pour qu'ils puissent avoir un rôle d'acteur de changement dans le contexte. Donc, c'était le petit long exemple, je m'excuse Mathieu, que je voulais vous partager là, ce matin. Quand on mène une bonne vie, des bonnes choses nous arrivent. Alors, tu mets la table pour la prochaine question, puis je vais te la retourner, hein, parce que ça va bien, on est parti. Justement, tu parles de ces opportunités-là. Donc, j'entendais le terme inclusion, résilience, opportunité collective. Maintenant, j'ai envie de vous amener à porter le regard sur l'entrepreneur lui-même, parce que là, on a une situation socio-économique qui pourrait justement amener les gens à dire yeah, j'ai-tu vraiment le goût de démarrer une entreprise dans un contexte vraiment incertain? Et qu'est-ce que l'entrepreneuriat collectif, qu'est-ce que le monde de l'économie sociale a à dire à ces gens-là qui pourraient tenter de lancer des entreprises pour contribuer à une dynamisation de l'économie, mais qui se disent oh, je suis craintif un peu. Alors, à l'entrepreneur en devenir, selon vous, quelles caractéristiques de l'entrepreneuriat collectif peuvent donner confiance aux entrepreneurs en devenir qui désirent se lancer en affaires, même si la situation est instable? Go. Moi, je dis go. S'il y a vraiment un besoin et que le besoin est compris et qu'il y a une idée de projet qui permet de répondre à ce besoin-là, actuellement, notre écosystème offre des leviers financiers, du soutien qui permet à ces gens-là de pouvoir se lancer. Autant au niveau financier qu'au niveau de l'accompagnement. Je veux dire, vous le savez, il y a un écosystème d'acteurs qui offrent des accompagnements à différents niveaux très, très bons, très compétents. Et d'ailleurs, le financement participatif, c'est un peu un pied de nez aux institutions financières qui ne voulaient pas financer certaines initiatives parce qu'ils jugeaient que le risque était trop élevé de pouvoir se lancer en faisant une espèce d'étude de marché vivante auprès de la population en prévendant des biens ou des services en lien avec leur projet. Donc, moi, je dirais go, parce que quand il y a vraiment une idée, puis le positionnement est bon et qu'on répond vraiment à un besoin, puis c'est un petit peu ça aussi l'esprit de l'entrepreneuriat collectif, c'est de vraiment se lancer pour les bonnes raisons et non simplement pour des raisons qui sont pécuniaires. Je fais juste ramasser l'idée parce que je la trouve vraiment intéressante, puis je veux qu'on l'ait en tête, puis ça donne le temps aussi aux autres de se préparer à continuer la réponse. J'entends levier, j'entends réponse à un besoin.
Donc, le message de confiance que tu envoies aux entrepreneurs, c'est de dire, ce que j'entends, c'est en entrepreneuriat collectif, on répond nécessairement à un besoin. S'il existe le besoin, c'est sécurisant de se lancer en affaires quand on sait que le besoin existe vraiment, donc les gens vont venir à nous. Et en plus, il y a des leviers, mécanismes de sociofinancement qui viennent confirmer. Donc, en bon français, il y a un landing, donc il y a un filet de sécurité en entrepreneuriat collectif qui n'existe peut-être pas dans les autres types en entrepreneuriat privé dans ce cas-là. Excellent. Ah, tu voulais compléter? Ah, moi, je Marie-Josée? vais bonifier quand même les propos de Caroline en vous donnant la réponse que j'ai eue de Jean-Christophe. Moi, j'ai rencontré Jean-Christophe à la coopérative Pivot, qui est une coopérative d'architectes à Montréal. Puis Jean-Christophe, ce qu'il m'a dit, ce qui le faisait triper dans le projet de la coopérative Pivot, c'est que c'était l'opportunité de s'engager dans un projet plus grand que lui. Un projet de société. Puis vous allez dire, Marie-Josée, ta réponse est hyper philosophique, là, mais pas tant. Parce qu'aujourd'hui, on a besoin de travailler en équipe, puis on a besoin de travailler en collectif, puis de penser autrement que juste en individu. Puis ce que Jean-Christophe m'a dit, c'est le modèle coopératif nous protège contre nous-mêmes, nous oblige à démarrer un projet de société, un projet collectif, puis à respecter une façon de faire, d'être transparent, démocratique, à s'asseoir, aller chercher du consensus pour prendre des décisions. Ça, c'est la force de notre modèle. Dans un contexte économique aussi difficile que celui qu'on vit présentement, s'engager pour plus grand que soi, là, moi, je pense que c'est excessivement noble. Et parler à tous vos jeunes à la maison, si vous avez des enfants, ou parler aux jeunes qui sont sur les bancs d'école, qui vont vous répondre que pour eux, ce n'est plus le chèque de paye qui est important. Pour eux, c'est d'avoir un sens au travail, de savoir qu'ils font une différence, puis qu'ils contribuent à une entreprise. Alors, quel modèle est parfait pour réaliser tout ça? Ça vaut autant que moi que la réponse, c'est le modèle coopératif. Surprise, surprise. Évidemment. Merci, Marie-Josée. Pascal? Moi, Mathieu, oui, je vais répondre go aussi, comme Caroline. La nature a horreur du vide, puis il y a des opportunités d'affaires actuellement. Il y en a beaucoup. Il va y en avoir beaucoup parce que justement, il y a une peur, les gens ont peur de se lancer en affaires. Au contraire, il ne faut pas avoir peur. Et j'amènerai le sujet, Mathieu, sur une question de diversification économique. J'entendais, on est en élection, j'entendais dans ma région une question d'un journaliste aux candidate. Qu'est-ce qui va faire qu'on va pouvoir diversifier l'économie? Puis vous savez que les SADC-CAE interviennent en territoires ruraux et semi-urbains. Ce n'est pas toujours facile de diversifier une économie en région. Puis, il y a une des candidates qui a répondu, bien écoutez, le modèle coopératif peut devenir intéressant à cette étape-ci parce que on a parlé tout à l'heure de carcan. On a toujours le carcan qu'on veut bien se donner, mais il y a toujours moyen de faire des choses intelligemment et innovant. Donc, ce modèle-là peut très bien diversifier une économie en région, particulièrement, c'est que tout le monde rêve à une entreprise manufacturière qui viendrait s'installer avec des cheminées, avec 1000 employés. Ça ne tient plus la route en 2022, bientôt en 2023. Tout le monde sait qu'en région, c'est illusoire de penser qu'il va y avoir un créateur de 1000 emplois, même si tout le monde rêve. Donc, c'est multiplier les créateurs d'emplois, c'est multiplier les opportunités, puis le modèle coopératif va de soi pour y arriver. Pas se fier uniquement sur les modèles traditionnels, mais aller là où le besoin est, évidemment. Puis oui, il ne faut pas avoir peur à ce temps-ci, même si c'est plus difficile économiquement parlant. Il y a des opportunités d'affaires qu'il faut assurément combler. J'entends opportunité d'affaires, effectivement. J'entends un modèle qui nous propulse plus loin que nous-mêmes. J'entends des leviers et des réponses. Donc, je pense qu'effectivement, les entrepreneurs en devenir qui veulent tenter le coup en entrepreneuriat collectif ont toutes les raisons de garder confiance et de ne pas se laisser happer par ce qui s'en vient. Bien, merci, c'est inspirant. Puis, je ne veux pas créer de faux espoirs dans la salle parce qu'on veut entendre nos gens, mais s'il y en a vers la fin qui ont, mettons qu'il nous resterait 2-3 minutes pour des questions, bien, écrivez-les. Puis au mieux, vous le poserez pendant la pause. Mais si on est chanceux, peut-être qu'on aura un peu de temps à la fin. Je dis ça tout de suite parce que la prochaine question, c'est une question qui était attendue par certains. Beaucoup, j'ai envie de dire ça comme ça. C'est la question de l'innovation. Alors, il n'y a rien de mieux que de répondre à l'adversité
que par la créativité, l'innovation. Qu'est-ce que le modèle collectif a à offrir? Qu'est-ce que ça résonne, le concept d'innovation, quand vous regardez le modèle collectif à partir des positions que vous avez? Ben, je peux peut-être me lancer en disant que déjà que le modèle d'affaires coopératif favorise l'engagement citoyen, parce qu'on le sait tous, là, une coop, ça naît pour répondre à un besoin des membres, c'est ancré localement. Donc, inévitablement, ce sont des gens qui sont engagés dans leur entreprise, mais également dans leur collectivité. Donc, c'est propice à l'innovation et il y a des exemples flagrants sur le terrain, que ce soit Retourne-y, par exemple, à Montréal, qui fait maintenant des plats réutilisables, qui avait cette conscience-là au niveau de la livraison de prêt-à-manger, là, de pouvoir recycler, donc en fait d'éviter là, le gaspillage, qu'on jette les contenants à la poubelle. Que ce soit Delta T, je pense à Delta T à Québec, qui a cette vision-là de pouvoir changer les approvisionnements énergétiques, donc d'aller avec de l'approvisionnement géothermique. Alors, le véhicule coopératif favorise l'innovation parce qu'on met à profit la créativité de gens qui sont engagés dans la communauté. Alors, ça serait ma réponse par rapport à l'innovation. Merci. Ben, j'ajouterais juste un point par rapport à ce que tu dis. Puis les gens pensent à tort que l'innovation, c'est uniquement dans fabriquer un produit innovant. Mais au contraire, souvent, l'innovation, ça va être en ressources humaines, la façon d'approcher les choses, la façon de penser, la façon de réfléchir. La façon d'innover, elle est humaine aussi. C'est pas juste de transformer une matière en quelque chose d'innovant. Puis le mode coopératif, ben, c'est un partage d'expertise, un partage d'idées, un partage d'innovation. Ben, c'est un terreau plus fertile, selon moi, pour l'innovation. Ça fait que j'ajouterais uniquement ce propos-là aussi. Oui, puis avant qu'on passe à Caroline, tu me permettras juste de rebondir sur Pascal, parce que là, je viens de penser aussi qu'il y a l'indice entrepreneurial en économie sociale qui est sorti, puis preuve à l'appui, on le sait que les coopératives sont plus innovantes. Innovantes, oui, dans leur pratique, mais aussi innovantes au point de vue organisationnel, parce que c'est une gestion qui est beaucoup plus horizontale, participative. Donc, les coops vont innover dans leur façon de faire. Ça rejoint le fait que c'est un modèle d'affaires qui plaît aux jeunes, puis le fait que c'est un modèle d'affaires qui permet aux gens de s'engager pour beaucoup plus qu'eux autres mêmes aussi. Merci. Moi, je vais vous amener un petit peu dans notre monde, dans la vision qu'on a à la ruche de vouloir innover dans la façon de donner accès au financement. Oui, la ruche est une plateforme de financement participatif, mais notre vie, comment est-ce qu'on fait notre travail, la ruche s'opère régionalement. Donc, il y a des directeurs, il y a des ressources dans chacune des régions. Et la vision de où on veut aller, c'est vraiment de se positionner comme du financement complémentaire, comme je le mentionnais plus tôt, et de l'utiliser comme levier. Et ça, là, quand on pensait à ça au début, qui était vraiment une idée, on n'avait pas encore fait de preuve de concept, on n'avait pas encore de partenaire, parce que quand on innove aussi, c'est toujours l'étape de on crée, on a une idée, mais tu sais, des fois, ça ne veut pas nécessairement dire que ça répond à une problématique ou à un enjeu. Donc, c'est quelque chose qui découle d'une vision où on se dit, ben, OK, comment est-ce qu'on peut rebrasser un peu l'écosystème puis faire en sorte qu'on voit les choses différemment, puis on facilite l'accès aux ressources financières, aux ressources d'accompagnement à nos entrepreneurs de chez nous qui vont créer de la valeur et qui vont redynamiser, vitaliser nos écosystèmes. Et le financement participatif, du moins de la façon qu'on le voit à la ruche, ben c'est ça, c'est qu'on veut vraiment utiliser le financement participatif, qui est un véhicule qu'on donne à nos entrepreneurs et qui, à travers leur campagne de financement participatif, vont aller faire une preuve de concept, vont faire une étude de marché vivante. Et avec les différentes collaborations, on en a plus d'une centaine aujourd'hui, là, avec les différents organismes de développement économique régionalement, ben, ils ont accès à du financement, soit sous forme de prêt, de bourse ou encore de subvention. Et ça,
tu sais, on est dans la gamification un peu, tu sais, puis on est même dans l'empowerment, tu sais, de l'entrepreneur, tu sais, qui, en quelque sorte, vit une façon de faire son plan d'affaires, mais de manière très vivante, en se prenant en main, en faisant la campagne de financement participatif, en réfléchissant, c'est qui ma clientèle cible, comment est-ce que je vais la rejoindre, et si je réussis mon objectif, ben non seulement j'ai un levier financier, j'ai fait ma preuve de concept, mais j'ai accès à d'autres financements. Fait qu'il y a vraiment cette notion-là de complémentarité qui est super intéressante, puis qui est dans des forces aussi qui a été mentionnée à quelques reprises du modèle d'entrepreneuriat collectif, qui fait que ben, on est capable de reconnaître les forces de chacun, les expertises et de se mettre en commun pour faire en sorte qu'on a des leviers, des outils, un encadrement qui favorise l'émergence de projets très stimulants, intéressants, avec des retombées à l'échelle régionale. Wow. C'est un très bel exemple de comment l'innovation peut venir en entrepreneuriat collectif au niveau du financement. Je savais que tu allais nous amener là, et j'avais hâte de t'entendre là-dessus, donc je suis super content. Euh, Avant de passer à une autre question, j'aimerais ça peut-être creuser ou avoir des exemples peut-être, si vous en avez, là. Puis il n'y avait pas de questions là-dessus, donc j'ai l'impression que je ne vais pas vous prendre personne à dépourvu parce qu'il n'y avait pas, j'avais pas préparé d'exemple, mais l'innovation au niveau managérial, là, Pascal, tu en as parlé un peu, Marie-Josée aussi. Le monde coop ou le monde de l'entrepreneuriat collectif favorise ça. On vous a bien entendu. Je suis curieux, est-ce que vous auriez des exemples concernant, par exemple, un des enjeux qui est vraiment important aujourd'hui, qui est la question de l'accès à la main-d'œuvre? Marie-Josée, tu l'as effleuré en disant ça plaît aux jeunes. Euh, Est-ce que vous avez, ou peut-être plus Pascal, là, parce que vous intervenez auprès des entreprises comme telles, est-ce que vous avez des exemples de comment ça a pu se faire chez des clients ou des partenaires des SADC ou Marie-Josée ou Caroline même? C'est un enjeu qui est chaud, la main-d'œuvre, l'accès à la main-d'œuvre, et on est capable d'innover managériellement. Ben, en fonction de ce que tu viens de dire, l'accès à la main-d'œuvre, la rareté de la main-d'œuvre, ben, on n'a pas le choix d'innover. Parce que sinon, si on est dans le même bassin que tout le monde, si on est dans la même piscine que tout le monde, ben, on va manquer le bateau. Puis juste dans comment on construit ces politiques de ressources humaines, comment on favorise l'attractivité et la rétention, ben, il y a moyen d'innover à travers tout ça. Puis, je vais donner l'exemple peut-être de SADC puis de CAE, puis moins d'entreprises, parce que on l'a dit, Mathieu, tout à l'heure, là, avant de venir s'asseoir, il y a des organisations qui servent souvent de tremplin pour d'autres. Puis nos membres sont des beaux tremplins parce que les gens vont travailler dans le privé par la suite, ils acquièrent de l'expérience. Et on n'a pas toujours les sous pour être compétitif. C'est du financement gouvernemental, c'est des enveloppes fermées. C'est difficile d'avoir de l'autofinancement. Ça fait que là, les SADC, CAE, plusieurs, réfléchissent à comment on gère pour être attractif, puis surtout pour avoir de la rétention au sein de nos organisations. Fait qu'il y a plusieurs modèles qui se sont mis en place et la particularité de notre réseau, qui est un peu beaucoup coopératif aussi, c'est de dire on se partage l'information. Il y a des bonnes idées qui sont au centre du Québec, il y a des bonnes idées qui sont en Gaspésie, en Abitibi-Témiscamingue. Bien, juste le fait de se le partager, de créer des comités de réflexion, bien, c'est déjà innovant en soi. Puis, on s'est dit, avant d'aider les entreprises, on a le devoir de s'aider nous-mêmes, à mieux s'outiller, à être plus stable dans nos équipes de travail. Fait que moi, c'est comme ça que je pense que l'innovation managériale s'incarne dans nos organisations. Puis le prochain niveau, c'est d'aller aider les entreprises sur le terrain. Mais je pense qu'il fallait bien s'outiller, bien se préparer nous-mêmes, créer le terreau fertile pour par la suite aller aider les entreprises. Absolument. Puis je trouve assez habile ta façon de présenter les choses en disant, à défaut de pouvoir être autre chose que des tremplins pour beaucoup, contaminons-les comme il faut pour qu'après ça, ils deviennent contaminants dans les entreprises où ils vont aller travailler. Alors, je la retiens, celle-là est vraiment bonne. D'autres commentaires peut-être? Observation, peut-être tendance chez les jeunes de vraiment embrasser. Tu sais, le one-man show existe peut-être moins chez les jeunes. On observe beaucoup, du moins à la ruche, tu sais, cette volonté-là de vouloir collectivement entreprendre un projet et de se serrer les coudes quand ça fonctionne moins bien. Et de vraiment vouloir avoir justement, tu sais, un peu ce que tu disais, Marie-Josée, tu sais, voir plus grand que le simple gain
financier au bout du projet. Donc, ça crée comme, il y a quelque chose de beau, puis je pense qu'il faut les soutenir, nos jeunes, parce qu'ils ont, ils ont ces valeurs-là, de par leur génération, je pense, de vraiment vouloir faire les choses différemment avec des motivations. Puis, tu sais, on n'a pas parlé là, d'entrepreneuriat social ou, tu sais, qui sont vraiment des initiatives hyper intéressantes. Puis pour nos sociétés, des créations de valeur, pas juste financières, là, mais environnementales, sociales, culturelles, très riches. Et ils ont ça. Ils ont ça, je pense, dans leur génération, de vraiment côtoyer les valeurs que véhicule le modèle coopératif, le modèle d'entrepreneuriat collectif, le modèle d'économie sociale. Ça, c'est intéressant. J'entends dans ton propos aussi cet appel-là à l'innovation dans le sens de considérer la création de valeur comme étant la valeur totale, c'est-à-dire la valeur économique, on peut pas s'en départir, mais aussi la valeur sociale, la valeur culturelle, la valeur interpersonnelle. Alors, qui n'est pas quantifiable, mais qui est réelle. qui a une valeur. Moi, je me permettrais peut-être de rebondir en vous donnant comme 2 exemples. Il y a vraiment des belles actions qui se font dans les coops innovantes. Innovantes. Si je parle, par exemple, de la distillerie Euclide à Victoriaville, que vous connaissez probablement, le premier gin coop, eux font de l'insertion, ont des partenariats d'affaires super innovants avec le club des petits déjeuners, recyclent également les fruits qu'ils utilisent pour pouvoir faire leur gin. Donc, quand on parle oui, d'innovation managériale, mais il y a aussi d'innovation dans les pratiques d'affaires, avec qui qu'on fait affaire, puis le pourquoi on fait des affaires. Donc, je pense qu'il y a vraiment des belles initiatives qui se passent dans nos coopératives, mais il y a également des grands défis. Et là, je pense, par exemple, à la coopérative à l'affût à Trois-Rivières, qui ont embauché une ressource immigrante. Ça fait 1 an qu'ils sont en démarche pour avoir cette ressource-là, puis qu'ils n'ont pas réussi encore à avoir la ressource. On s'entend-tu qu'en 1 an, les choses changent, les choses changent, la personne a le temps de se désintéresser, de ne plus vouloir venir au Québec. Donc, il faut voir ensemble comment on peut intercoopérer. Puis là, tu me permettras une petite pub, Mathieu, quand même, là. Il y a une assemblée de concertation organisée. Je te mets la table depuis tantôt, puis j'allais le mentionner si tu ne le faisais pas. Bon, ben excellent. Alors, il y a une assemblée de concertation qui est organisée au CQCM le 22 octobre prochain au Centre des congrès de Lévis qui vise justement à faire ça. Se partager les meilleures pratiques en matière de rétention, de recrutement de la main-d'œuvre, puis aussi mettre le doigt sur quels sont nos défis. Puis en attendant que le gouvernement accélère ses processus en matière d'immigration, est-ce que nous, ensemble, on peut se doter d'outils pour mieux se partager la main-d'œuvre puis répondre à nos défis? Donc, si vous êtes une coop terrain et vous avez envie de venir partager vos solutions ou vos défis, vous êtes les bienvenus au Centre des congrès de Lévis et vous tous également pour venir entendre ces échanges-là qui risquent d'être fort enrichissants. Voilà. C'est-tu assez bien attaché, ce panel-là? Moi, je l'écoute puis je suis vendue. Là. Donc, c'est un rendez-vous le 21. 22, Mathieu. Pardon. 22. On arrive de bonne heure. Il faut être prêt. Mais je peux juste. En fait, il y a un super bel exemple de coop, là, la coop Vallée-Bras-du-Nord, là, que tout le monde connaît. C'est tellement un beau projet. Là, tu voulais des exemples, Mathieu. Là, puis ils ont un volet de réinsertion aussi sociale. Étienne, là, il a même pour réaménager les pistes. Et je voulais le mentionner parce que c'est vraiment un bel exemple là, qu'on a dans la région de Québec là, de coop, de modèle coop. Là, un des rares, en fait, là, de valorisation du territoire. Là. Et c'est un très bel endroit pour les amateurs de plein air. En lien avec ce modèle, parce que là, on va passer, on va aller un peu plus proche du terrain encore. En lien avec ce modèle, on l'a nommé tantôt, il y a un écosystème, il y a des gens qui quotidiennement travaillent là-dedans. Vous semble-t-il que l'écosystème d'accompagnement est adéquat? Quelle est votre perspective sur l'écosystème lui-même, duquel vous faites partie, by the way? Bien, j'aurais tendance à dire qu'au Québec, on est gâté. Si on se compare à d'autres régions au Canada, entre autres, parce que nous, tu l'as dit, Mathieu, on fait partie d'un réseau pan-canadien, puis je ne veux pas dire qu'on est meilleur que d'autres. Oui, tu as le droit. J'ai le droit de le dire. Ce n'est pas diffusé à l'extérieur du Québec. On est très bon. Disons qu'on est très bon. Notre écosystème est très fonctionnel. Notre écosystème
communiquent. Puis je pense qu'avec la pandémie, avec ce qui s'en vient, on n'aura pas le choix de communiquer et de se serrer les coudes encore plus. Puis ça va être au profit des entrepreneurs coopératifs, entre autres, où l'écosystème ne sera pas juste réactif, il va être proactif. Une journée comme aujourd'hui, un panel comme ce matin, c'est un bel exemple de synergie parce que les gens se parlent, les gens s'écoutent, les gens sont en mode solution. Bien évidemment, notre écosystème, il est bien nourri parce que les personnes sont aux bonnes places. Bien, il faut que les entrepreneurs en devenir ou les entrepreneurs qui sont déjà dans un modèle d'affaires n'aient pas peur de communiquer avec l'écosystème, de peur de se faire rejeter, de peur de rebondir. Puis, ce n'est pas des succès garantis, évidemment, parce qu'il faut passer à travers des modèles de financement, des plans d'affaires, et ainsi de suite, mais c'est plus comme avant. On n'est plus dans un modèle de plan d'affaires de 70 pages avec une thèse de doctorat puis de maîtrise et peu importe. C'est flexible, c'est maniable, c'est à l'écoute des entrepreneurs. Donc, le climat, il est favorable par rapport à ça parce que l'écosystème est bien instauré, est bien installé et est bien à l'écoute. Moi, c'est mon message aux entrepreneurs ce matin. S'il y en a un, c'est de dire faites affaire avec l'écosystème parce qu'il est là. Ouais. Puis Je te un passe la mot. parole, Marie-Josée, mais Oui. un peu plus tard, je vais revenir, Pascal, parce que je veux t'amener à poursuivre sur cette lancée-là, sur comment ça se passe sur le terrain pour un gars qui a été vraiment sur le terrain longtemps. Je vais poser aussi la même question à Caroline, by the way, plus tard. Marie-Josée? Ben, le mot que j'ai aimé de Pascal, c'est proactivité. Puis effectivement, tu as entièrement raison. Notre écosystème est très distinctif au Québec. On sort du Québec, n'importe où dans le Canada, les gens nous envient pour notre écosystème coopératif de soutien, puis l'écosystème en économie sociale. Puis plus que ça, j'aurais envie de vous dire qu'on est envié à l'international. Donc, les outils, là, on les a. C'est en place, notre écosystème est là. Maintenant, il faut bien travailler, il faut être efficace, mais surtout, on n'a pas le droit à l'erreur. Pourquoi? Parce que déjà que ça semble excessivement compliqué, là, je ne parle pas pour nous autres, on le sait c'est quoi se partir en affaires coopératives. On le sait que ce n'est pas la mer à boire, puis qu'on est capable d'accoucher de projets intéressants. Mais pour le commun des mortels, qui ne sait pas comment que ça marche, le modèle d'affaires coopératif, ça peut paraître excessivement laborieux. Et c'est la raison pour laquelle on n'a pas le droit à l'erreur. Parce qu'on doit être efficace. On doit encourager nos entrepreneurs à bien démarrer leurs projets. Surtout, on doit travailler en équipe. Et le contexte actuel est hyper favorable pour le démarrage d'entreprises collectives. Il faut capitaliser là-dessus. On a combien de milliers d'entreprises au Québec qui vont changer de propriétaire au cours des prochaines années? En matière de repreneuriat collectif, si on ne s'en va pas sur notre X, je ne sais pas où qu'on s'en va. Bien, il va falloir être prêt à les accueillir, ces entrepreneurs-là. Ce qui veut dire que vous êtes déjà tous excessivement compétents. Mais on va être encore plus compétents si on travaille en équipe puis on collabore entre organisations. Et comme dans toute bonne famille, c'est sûr qu'on est une extraordinaire famille, mais on est un peu dysfonctionnel ces bords des fois, tu sais, comme dans n'importe quelle famille. Bien, on n'a pas le droit de laisser ces tensions-là nous tirer vers le bas, pas dans le contexte actuel. Donc, il faut tous mettre l'épaule à la roue, il faut être présent pour l'entrepreneur, puis sous-estimez pas le rôle que vous jouez dans leur vie. Parce que souvent, quand ils viennent s'asseoir dans votre bureau, là, ils sont pendus à vos lèvres pour savoir c'est quoi la prochaine étape. Allez-vous trouver mon financement? Avez-vous la réponse à ma question? Vous êtes leur personne ressource. Donc, sous-estimez pas le rôle que vous jouez avec eux, puis il n'y aura jamais un meilleur contexte qu'actuellement pour pouvoir développer encore plus d'entreprises collectives. Toujours dur de parler à côté Ouais. après Marie-Josée, hein? Mais vraiment, puis je rajouterais peut-être, effectivement, on a un super écosystème. Je crois que là où il faut mettre vraiment toute notre énergie, c'est la connectivité au sein de cet écosystème-là. Donc oui, il y a beaucoup, beaucoup d'acteurs, mais en fait, puis je vous pose la question, puis je vous amène à réfléchir à ça. Qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui pour demain qui va faire en sorte que cette connexion-là, les passerelles qu'on crée entre nos différentes organisations pour travailler en complémentarité, pour venir en soutien
à nos entrepreneurs, aux gens qui veulent se lancer en affaires pour être encore plus forts comme écosystème, là? La question est lancée. Ben, j'avais une image, juste avant que tu prononces le mot passerelle, j'avais l'image des silos parce que, Mathieu, tu l'as dit, sur le terrain, ça n'a pas toujours été facile dans l'écosystème parce que les organisations fonctionnaient en silos. Des fois, il y avait des silos qui étaient éclatés, il y a des passerelles qui étaient construites, mais n'empêche que même aujourd'hui, ça peut arriver qu'il y ait encore des silos parce que les paliers de gouvernement imposent des cibles que tu n'as pas le choix de travailler dans ton petit monde, mais euh, s'il y a une passerelle qui est construite entre deux silos, c'est tout aussi fonctionnel. Ben, aujourd'hui, il y a plein de passerelles qui existent. Il y a de la communication, mais il ne faut pas s'asseoir sur ses lauriers. Il ne faut pas prendre pour acquis parce qu'il y a des organisations qui se parlent, que quand il y a un entrepreneur qui se présente à un endroit, déjà, il y a des liens qui se font parce que là, il faut que j'appelle un collègue qui vienne te voir parce qu'on va parler de la même affaire et on va bonifier ton projet d'affaires. Mais c'est souvent les individus. Absolument. Fait que les organisations restent, mais les individus passent. Fait qu'il faut que dans les valeurs de l'organisation, dans le modèle d'affaires de l'organisation, comment on incarne ce qui se passe, ben, il faut que ça soit durable, il faut que ce soit écrit dans des politiques, il faut que ce soit dans les règlements généraux, il faut que ça perdure au-delà des individus. Parce que ça change, on le sait. Il y en a qui sont mobiles, qui vont travailler ailleurs dans d'autres organisations, mais il ne faut pas que ça se perde dans la culture d'organisation. Absolument, absolument. Et j'ai envie de te demander d'aller un tout petit peu plus loin sur un aspect. On va être très, très, encore là, plus proche des pâquerettes, là. Les SADC, on a vu arriver maintenant le réseau Accès Entreprise Québec. Il y a la CDRQ, il y a d'autres joueurs. Remets ton chapeau de directeur de SADC là, que tu avais il n'y a pas tellement longtemps. Comment ça se passait et comment ça devrait évoluer encore là au ras des pâquerettes, là? On se dit les vraies affaires. On se dit les vraies affaires. Moi, j'ai été impliqué dans une SADC en 1999 comme agent de développement. En 2006, j'ai accédé au poste de direction générale. Puis, 99, les CLD venaient d'être créés à l'époque, 98, avec un modèle d'affaires qui était très axé sur les résultats, avait quand même beaucoup de ressources sur le terrain. Les SADC étaient là un peu avant, avec un modèle d'affaires un peu différent, mais les deux modèles d'affaires étaient faits pour pas se concurrencer, pour être complémentaires. Mais à cause des individus en place dans la plupart des régions, puis j'ai plein d'images en tête, souvent, puis moi, c'est une consultante qui m'avait mis le portrait devant les yeux en disant quand vous regardez votre écosystème, puis il n'y avait pas tant de joueurs que ça là, en 99, 2000, est-ce que vous êtes complémentaires ou vous êtes des concurrents? Tu réfléchis à la question, tu te dis, ben, on est complémentaires. Vous êtes des concurrents parce que vous agissez comme des concurrents. Moi, j'ai vu des plans d'affaires ne pas se transférer d'une organisation à l'autre. C'est criminel. Le plan d'affaires, il appartient à l'entrepreneur. Il n'appartient pas à une organisation. Aujourd'hui, Mathieu, je te rassure, on sent moins ça. Puis, tu as nommé AEQ. On parle à AEQ régulièrement. Sur le terrain, je sais qu'il y a de la synergie qui est installée. Peut-être qu'il y a des gens ont eu peur de dire oh, le modèle québécois est en train de se reconstruire, les SADC vont se faire tasser dans le coin. Mais ce n'est pas ça. Les gens se parlent, les gens collaborent. On n'est plus dans un modèle concurrentiel, on est vraiment dans un modèle complémentaire. Puis nous, comme réseau, on n'a pas le choix de créer des partenariats nationaux pour lancer des messages clairs de collaboration. Puis le portrait s'est embelli énormément, là. Tu me rappelles des belles années dans les CLD où justement c'était le défi de collaborer avec les SADC. Puis il y a eu des beaux exemples, comme il y a eu des exemples qui étaient à pleurer, effectivement. Donc, merci pour ton témoignage. Puis d'ailleurs, je pense que c'est un enjeu qui est à nos portes, hein, la collaboration entre toutes ces organisations-là sur le terrain, parce que l'entrepreneur, il n'y en a rien à foutre. Il n'a pas à souffrir de ça, là. Exactement. Les fils blancs, lui, il ne veut pas en entendre parler, là. Il veut partir une business, puis collectivement, ce qu'on veut, c'est que l'entrepreneur la parte sa business, puis qu'elle aille bien. Autre commentaire là-dessus? Le temps avance. On est à H-10. Ça donne bien. Il me reste une question. Une question égoïste un peu. Peut-être qu'il y aura du temps pour les questions dans la salle. Mais ma question est un peu égoïste. La CDRQ, qui est un acteur de cet écosystème vaste et diversifié,
est en période de planification stratégique. Et est à un moment charnière de sa vie organisationnelle. Au terme de tout ce qu'on s'est dit aujourd'hui, de ce que vous savez et de ce que vous rêvez pour la CDRQ, je vous l'ai dit, la question est égoïste. C'est égoïste pour nous, là. Qu'est-ce que vous auriez à dire à une CDRQ qui est sur un X, puis tout est sur la table pour l'avenir? Aidez-nous, en fait, c'est la tribune que je vous donne, c'est aidez-nous à être ce partenaire que vous souhaiteriez qu'on soit dans l'écosystème. Je peux y aller? Gâtez-vous, c'est le temps, 10 minutes, après ça, on n'en parle plus. Ben, en fait, ma réponse, ça serait relativement simple à cette belle question. Ben, en fait, moi, je dirais, créons tous les passerelles qu'on peut pour faciliter la vie aux entrepreneurs. Créons des passerelles au niveau de tout ce que vous offrez en termes d'accompagnement, parce que nous, on veut aussi avoir cette offre-là complémentaire à ce que nous, on offre, qui est un accompagnement strictement axé sur le financement participatif. Et aussi, créons des passerelles pour l'accès au financement, pour voir comment est-ce qu'on pourrait justement venir encore plus en soutien. Nous, on a eu vous avez été un de nos premiers partenaires, là, le CQCM, CDRQ, au niveau de l'approche de bonifier du financement avec la bourse. Donc, moi, ça serait ça, ma réponse, Mathieu. On poursuit sur le bon chemin. Et d'ailleurs, je vais juste mentionner au passage qu'il y a quand même une petite innovation à notre échelle, où il y a même une région qui s'est dotée d'un fonds ou d'une mécanique propre à elle-même, en plus de la mécanique nationale. Donc, celle, c'est en Gaspésie, n'est-ce pas, Patrice? Gaspésie. Donc, je pense que c'est un Bravo. appel à continuer dans ce sens-là. Merci beaucoup, Caroline. Soyez pas humble. Prenez votre place. Le syndrome de l'humilité, c'est agréable, ça se place bien dans une conversation, mais concrètement, ça ne nous fait pas avancer. Prenez votre place dans l'écosystème. Vous avez une place enviable. Essayez de la maximiser. Continuez de parler à plein de monde de l'écosystème. Les gens vont avoir le goût de vous parler, de travailler avec vous. C'est toujours au bénéfice du terrain, toujours au bénéfice des entrepreneurs, toujours au bénéfice des territoires. Mais au-delà des organisations, je l'ai dit tout à l'heure, il y a les humains. Bien, continuez d'être des beaux humains pour que tout le monde puisse en bénéficier. Mais prenez votre place comme toute autre organisation. Puis gardons la communication ouverte. J'entends donc qu'on aura un accueil favorable quand nos gens en région iront voir leur SADC pour aller encore plus loin. D'ailleurs, je pense qu'on a des beaux exemples actuellement de ce qui se trame d'entente de partenariat entre nos directeurs régionaux puis certaines SADC sur le terrain. Donc, puis on va montrer l'exemple. J'entends que tu vas parler à ta gang. Tu es en planification stratégique. Dans quelques heures. Donc, c'est un début aujourd'hui, c'est ce que j'entends. Absolument. On est dans la bonne voie. Merci. Merci, Pascal. À tout seigneur, tout honneur. Mon Dieu. Merci, Mathieu. Mais moi, je vais vous répondre avec 2 éléments. Premièrement, vous devez exceller dans votre métier. En fait, vous êtes les experts en développement coopératif, puis j'oserais même dire en entrepreneuriat collectif. Donc, les gens se retournent vers vous et cette expertise-là, elle est précieuse et elle est à risque aussi. Parce que présentement, un des gros enjeux qu'on a dans notre écosystème, c'est la perte d'expertise coopérative. Puis je dirais même, pas juste dans notre écosystème, j'inclus au gouvernement du Québec puis dans les institutions publiques aussi. C'est pas tout le monde qui est capable de démarrer une coop, c'est pas tout le monde qui est capable de parler coopératif puis même d'économie sociale. Donc, l'expertise que vous avez doit être amplifiée, doit être bonifiée, elle est précieuse. Faites du mentorat envers vos pairs. Vous devez demeurer la boîte experte dans ce type d'entrepreneuriat-là. OK? Ça, c'est numéro 1. Merci, mon Dieu. Est-ce qu'on a applaudi trop vite? Parce que ça ressemble à des fleurs. Là, tu vas me dire, j'envoie le pot. Ou plus de fleurs. Ah! Non, le deuxième élément, puis vous le verrez comme vous allez le voir, là, je veux dire, rendu là, vous le qualifierez. Mais le deuxième élément, c'est que vous devez être présent sur le terrain
vous ne devez pas vous soucier de la politique. Ce n'est pas ça votre job. Votre job, c'est de créer des partenariats, de travailler en équipe sur le terrain. Moi, je rêve d'une CDRQ où vous connaissez votre maire locale, vos préfets, vous travaillez en collaboration avec votre pôle, vous êtes en contact avec les autres organisations de développement. Ça, c'est votre job. Pourquoi? Parce que c'est bénéfique pour l'entrepreneur. Et ça, c'est votre priorité. Pour tout ce qui est de la politique, ça, vous laissez ça à votre boss Mathieu ou des organisations comme le CQCM, parce que nous, on est là pour nous assurer que l'écosystème soit le plus efficace, puis que les conditions soient gagnantes. Mais votre job à vous, c'est de faire du développement coopératif. Donc, prenez soin de votre expertise, maintenez-la, bonifiez-la, travaillez en équipe sur le terrain pour le bénéfice de votre client qui est l'entrepreneur. Donc, ce seraient les 2 éléments que je vous apporterai ce matin. Merci. Merci beaucoup, Marie-Josée. Merci, Pascal. Merci, Caroline. On aurait un mini 4 minutes, si je veux avoir une bonne note auprès de mes collègues qui s'occupent de la régie et tout. On aurait 4 minutes. J'ai une question qui nous vient du chat, puis j'en prendrai une de la salle. 2. C'est tout. Alors, comment les coops peuvent s'impliquer davantage dans la ruche ou auprès de la ruche? Et qu'est-ce que la ruche peut offrir pour renforcer les valeurs de prise en charge des coops? Est-ce qu'on a le nom de la personne qui posait la question? C'est bon. Ben, en fait, pour la coop, pas le partenaire, là, la coop qui se démarre. Là, OK. Ben, en fait, ce que nous, on offre, c'est un véhicule. Comme je le mentionnais, une coop qui est à l'étape de démarrage, ben, c'est tout dépendant son modèle, tout dépendant sa mission, tout dépendant ce qu'elle veut mettre en place, c'est de faire, moi, je l'amènerais comme ça, là, une preuve de marché, donc de pouvoir aller chercher un levier financier pour aller de l'avant. On ne permet pas encore tout le volet membership, ça, on l'étudie par contre, là, je ne vous le cacherai pas, là, mais on ne le permet pas. Donc, c'est vraiment comme à même titre qu'un autre organisme, une autre organisation qui a un autre statut légal. C'est vraiment de l'utiliser comme un véhicule de financement. Donc, ça, c'est mon premier élément. Puis, le deuxième élément de réponse, c'est de pouvoir le mettre en contact, justement, s'il n'est pas accompagné, de pouvoir le mettre en contact en fonction des besoins avec les bons acteurs qui vont pouvoir l'accompagner, tout dépendant le niveau de maturité de son projet pour le propulser puis l'aider à aller de l'avant. J'entends que, à travers la question, j'entends un très haut niveau de désirabilité pour la ruche. Donc, les gens ont le goût de s'impliquer chez vous. C'est ce que j'entends dans la question. Ce que j'entends aussi dans la réponse, c'est utilisez-nous. Puis nous autres, on va vous référer aussi à d'autres joueurs. Donc, c'est gagnant-gagnant pour tout le monde. Mais merci. Une question de la salle? Ah, M. Morin. Je sais, je vous ai vu sourciller. Allez-y avec votre question, je vous attendais, là. Non, votre question est excellente, puis merci, vous me donnez l'opportunité de clarifier. Effectivement, quand je parle des liens à créer régionalement avec les maires, les préfets, c'est pour le bien de l'entrepreneur aussi, c'est de créer des liens pour savoir ce qui se passe dans votre région. Si vous n'avez pas une lecture régionale, comme vous dites,
des leviers financiers disponibles, des enjeux socio-économiques de votre région, parce que la Gaspésie, ça ne ressemble pas au Saguenay, puis ça ne ressemble pas à Montréal ou à Québec, bien, ça va être bien difficile pour vous de pouvoir soutenir adéquatement l'entrepreneur qui va débarquer dans votre bureau, puis de pouvoir le référer aux bonnes personnes. Donc, c'est important que vous soyez en collaboration avec ces gens-là, régionalement parlant. Quand je parlais de la politique, c'est de la politique dans notre écosystème. Des fois, ça peut tourner un peu plus carré. On ne veut pas que ça tourne carré. La job du CQCM, c'est de s'assurer que ça tourne rond. Puis nous, on prend ça en charge pour pouvoir vous appuyer. Mais vous, il faut que vous vous enleviez ce fardeau-là des épaules. Vous n'avez pas à vous... Vous devez être ouvert et collaboratif à tous les niveaux sur le terrain. Travailler avec toutes les organisations que vous pouvez. Pourquoi? Parce que ça donne plus de possibilités à votre entrepreneur. Vous ne pouvez pas lui fermer des portes. Vous devez lui en ouvrir puis le plus possible. Puis si vous avez l'occasion de vous impliquer dans un levier financier régionalement parlant, mais c'est votre devoir que ça puisse remonter. Puis s'il y a une initiative qui fonctionne dans une région, mais c'est de la partager pour pouvoir la répliquer dans d'autres régions aussi. Donc, vous devez être là, tout à fait. Mais merci de la question parce qu'effectivement, peut-être que ce n'était pas assez clair, mes propos, là. Je vous avais vu, là, votre regard me disait que j'avais semé le doute. Donc, vous me permettez de le dissiper. Là. Et peut-être en complément pour clore notre panel, c'est qu'il ne faut jamais oublier qu'au Québec, la responsabilité du développement économique ou du développement socio-économique est une responsabilité qui incombe au milieu municipal. Les élus municipaux incarnent cette responsabilité-là et à travers les organisations municipales, de politique municipale ou régionale, délèguent ces responsabilités-là à des professionnels. Donc, nécessairement, les instances municipales, régionales sont les portes d'entrée pour parler à nos vis-à-vis qui ont ce mandat-là délégué par le gouvernement du Québec. Donc, c'est limpide. Et comme on se doit de terminer à l'heure, il est 32. Je remercie infiniment Pascal, Marie-Josée et Caroline. Et avant de vous laisser partir, Ça a l'air pesant. ouais, c'est ça. C'est un petit cadeau qui a été acheté à la coopérative Champlain, les petits Champlain. Et puis, c'est pour vous remercier d'être avec nous. Pascal, je t'amène le tien tout de suite. On va libérer la salle parce que la formation commence, la prochaine formation, la prochaine activité commence à 1h45. Donc, vous avez déjà 3 minutes de pause en moins. Alors, merci à nos panélistes, encore une fois. Je vous garde ici quelques minutes pour une photo. Et à tout le monde, je dis dans 10-12 minutes pour la formation.